Tulan, un nom qui vient à l'esprit quand on parle de l'aviation. La base aérienne 705 de Tours porte le nom des commandants Tulan, le père François et le fils Jean, ainsi réunis pour avoir offert leur vie à la France et à l'aviation, le premier en service commandé en 1929, le second au combat en 1943. Plusieurs villes, dont Berlin en Allemagne, ont choisi d'honorer la mémoire du commandant Jean Tulan en donnant son nom à des rues ou places. Limoges, Joigny dans l'Yonne, Amboise, Tours et Saint-Avertin en Indre-et-Loire, et bien d'autres. À Toussus-le-Noble, dans les Yvelines, la porte d'entrée ouest de l'aéroport Centenaire en 2007 porte le nom de quartier Jean Tulan depuis l'arrivée du régiment Normandie-Niemen dans la commune en 1946. Jean Tulan, brun, mince, de petite taille et le visage énergique, cet officier de carrière dont le regard perçant et la raideur de Saint-Cyrien n'invitaient pas d'emblée à la familiarité, c'est lui qui forma et emmena au combat le GC3 en 1943. Depuis l'obtention de son brevet de pilote en 1934, il a été instructeur à l'école de Salon de Provence. Il a commandé des escadrilles en Afrique du Nord dans les années 39-40, dont celui de la 2e escadrille du groupement de chasse GC17 Provence. En janvier 40, il est rapatrié 3 semaines en France, puis embarque avec son groupe de chasse à destination de Beyrouth. Le 6 mars 1940, le GC17 se trouve réuni en ordre opérationnel sur le terrain de Rayak, situé à 30 km de Beyrouth, dans le débouché de la vallée de la Bekaa. Le lieu et la base aérienne de Rayak sont des éléments importants des forces aériennes du groupement mobile du Levant, qui était sous le commandement du commandant Deschamps de Port. 2 escadrilles composées de 12 Morane 406. La première, le SPA 15, casque de Bayard, commandé par le capitaine Corbeau, et la 2e escadrille, SPA 77, croix de Jérusalem et commandée par le capitaine Tulan. Printemps 1940 est occupé à l'entraînement des pilotes, à la découverte du Morane 406 et diverses inspections qui vont se succéder comme pour s'assurer que tout est prêt pour recevoir l'ennemi. Le groupe aérien d'observation 583, qui est équipé de Potez 63, basé à Homs, fait également mouvement à Rayak et le général Weygand passe le groupe en revue le 23 avril à Beyrouth. Le capitaine Tulan en profite pour démontrer la maniabilité de ce bimoteur léger avec une séance d'acrobatie aérienne. Durant le mois de mai 1940, le capitaine Tulan sera chargé de superviser le débarquement à Port Saïd, le montage et le convoyage d'une nouvelle dotation de Potez 63 et de Morane pour le GC17. Dès la nouvelle de l'invasion de la France par les troupes d'Hitler le 15 mai 1940, le groupe reçoit l'ordre de transfert à Qousseir en Syrie. La mission est de protéger le pipeline qui va de l'Irak au port de Tripoli, au Liban, et qui traverse de grands déserts. L'installation du personnel est des plus précaires dans des baraques en bois surchauffées par le soleil. Le travail est très dur pour les mécaniciens et les pilotes qui se rafraîchissent volontiers dans le fleuve de l'Oronte. Le 10 juin, l'entrée en guerre de l'Italie rapproche les menaces sur le Levant, et le 14 juin 1940, Jean Tulan donne à ses hommes des nouvelles de l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Il est très contrarié et proteste contre le flottement de l'état-major et le manque de réaction des colonies. Il leur fait part de ses discussions avec le commandement de l'air basé à Beyrouth et de son inquiétude de les voir prêts à accepter de déposer les armes. À Rayak, l'effondrement de la métropole alimente de vives discussions aux messes entre les défaitistes et ceux qui envisagent de combattre avec les Anglais. Jean Tulan se rend tous les jours au QG à Beyrouth pour essayer de convaincre le commandement d'envoyer le GC17 en Égypte. Il finit par obtenir de l'état-major la réactualisation d'un ordre de mission d'appui aérien auprès de la Royal Air Force en Égypte, suite à la demande du général Archibald Wavell, commandant en chef
de l'armée britannique au Moyen-Orient. Une première patrouille de 3 Morane 406 est donc autorisée à partir. Ils décollent pour Héliopolis, alors que Tulane espère que le groupe pourra les rejoindre. Le 24 juin, le lendemain, la nouvelle de la signature de l'armistice arrive comme une bombe en Syrie. Les autorités françaises du Levant affirment que le combat doit continuer aux côtés des Anglais. Mais la résolution supérieure est de courte durée, puisque 48 heures plus tard parvient l'ordre de déposer les armes et rester fidèle au maréchal Pétain. La patrouille reçoit l'ordre de rentrer, mais elle a choisi de rester en Égypte. Des officiers et 2 mécaniciens, Vignalet et Delpech, que Tulane envoie récupérer des pièces, sont dépêchés à Héliopolis pour convaincre les traîtres de rentrer. Les mécaniciens rencontrent le capitaine Paul Jacquier, qui les convainc de rester. Sous les ordres de Jacquier, les 3 pilotes du 1-7 et leurs mécaniciens vont former avec d'autres déserteurs le Free French Flight numéro 2. Au retour des 2 Fokker, le capitaine Tulane décide de les rejoindre avec tout le groupe, mais le commandant Deschamps-de-Pas a pris des dispositions, et le matin du départ, le terrain est bloqué et les avions ont été rendus inutilisables. Les conventions d'armistice seront appliquées avec rigueur par les représentants de Vichy au Levant, sous la surveillance de Conti, chef du bureau politique du général Dens. Jean Tulane ronge son frein. À Raillac, le portrait de Pétain orne chaque bureau. Les plus combatifs rêvent d'en découdre avec les Anglais à qui le traite de De Gaulle, un déserteur réfugié à Londres, a livré la belle flotte française en Algérie. Les vols sont interdits à Tulane pendant un certain temps à cause de ses idées de résistance. Puis, il retrouve les commandes et renouvelle ses séances d'acrobatie aérienne qui émerveillent entre autres le chef drusse de la région. À partir du 24 août, des renforts arrivent de France, ils intègrent la base de Raillac et la commission d'armistice italienne vient inspecter le groupe. Une disparition vers la liberté. Début décembre, une occasion inespérée de s'échapper se présente. Le plan de vol du 5 décembre prévoit montée avec inhalateur, protection de Potez 63 durant 5 heures de vol avec comme équipier des camarades sûrs et surtout des conditions météo parfaites. Ciel bouché, couvert de nuages, tout à fait inhabituel dans la région avec un plafond de 500 mètres. Tulane décolle de Raillac aux commandes de son Morane Saunier 406 avec ses anges et gardiens. L'avion de Tulane amorce un retournement à gauche, suivi d'un piqué vertical. Un margeur s'exécute, plonge dans la couche de nuages qui s'étend de 4000 à 500 mètres. C'est la dernière image que l'adjudant-chef garde du capitaine Jean Tulane. Au sortir des nuages, rien à l'horizon, rien au ras de l'eau. Tulane, en pilote consommé, avait redressé son Morane au ras des vagues et mis le cap sur la côte de Palestine, qu'il est aussitôt dirigé vers le headquarter de Jérusalem. Près, Tulane est accueilli avec une joie très vive de ses anciens camarades du GC-17. Il sera chargé de protéger les raffineries de l'Iraq Petroleum Company. Au printemps 41, le général de Gaulle a obtenu l'accord du ministre de l'Air britannique, Sir Archibald Sinclair, pour créer une force aérienne française et l'équiper de matériel anglais. Lors de son voyage au Caire, le général a pu constater l'enthousiasme de ces hommes dispersés dans la RAF pour aller combattre dans les unités françaises. À l'aube du 22 juin 1941, la Wehrmacht envahissait l'URSS. Le 30 juin, Vichy rompait les relations diplomatiques avec Moscou et rappelait son ambassade. Parmi ses membres, le colonel Luguet, qui décida de rallier les forces françaises libres, parvint à Londres fin 41, où il eut un entretien prolongé avec le général de Gaulle, qui décida de proposer au gouvernement soviétique l'envoi d'une formation combattante française en Russie.
Le 27 août 1941, le général de Gaulle signe l'acte de naissance du groupe de chasse numéro 1 Alsace, qui va regrouper tous les pilotes de chasse français. Le 15 septembre 1941, le groupe Alsace est créé à Ravaillac. Il est placé sous les ordres du commandant Tulan, le commandant Pouliquen et son adjoint administratif. La base aérienne de Ravaillac est maintenant sous contrôle de la FAFM. Elle regroupe deux escadrilles, l'escadrille Strasbourg commandée par le capitaine James Denis et l'escadrille Mulhouse commandée par le lieutenant Albert Litolf. Le personnel est formé de pilotes qui proviennent de la Free Flight numéro 2 et de la première escadrille française libre engagée dans les RAF, ainsi que des renforts venant d'Angleterre, soit au total 26 pilotes. Le matériel est lui composé de 14 Morane 406, dont 2 HS, et abandonnés par le GC-17 à leur départ de Syrie. D'un Potes 29, de 4 Potes 25 TOE, d'un Caudron Simoun et d'un Curtis P-36. Ils auront pour mission la protection des installations pétrolières de Haïfa, la côte de Palestine et couvrir la navigation en Méditerranée. Conformément à la convention d'armistice consécutive à la défaite des forces de Vichy au Liban et en Syrie, pris par les Britanniques au printemps 1941, Tulan retrouve 9 mois après les avoir quittés la base de Ravaillac et le matériel de son ancien groupe de chasse. Toutefois, les infrastructures ont beaucoup souffert des combats. Bien peu de ses camarades sont encore là, ayant presque tous choisi de rentrer en France et d'y être démobilisés à la suite de la dissolution du GC-17. Au début, les officiers du groupe Alsace sont logés à l'hôtel Quadrille des Allées. Ils côtoient des officiers de l'armée de l'air française, fidèles à Vichy, qui attendent leur rapatriement vers la métropole. Une cohabitation heureusement de courte durée, le dialogue était difficile et l'incompréhension totale. Le 2 juin 1942, le général Vallin affirme à Pouliquen et Tulan, lors d'une visite du groupe Alsace à Fuka, la création du GC3 qui sera uniquement composé de volontaires du groupe Alsace et d'autres pilotes recrutés en Angleterre. Le commandant Tulan part à Damas le 11 juin préparer l'organisation du groupe. Le commandant Pouliquen le rejoint le 10 août. Ainsi naît le groupe de chasse numéro 3 Normandie le 1er septembre 1942 à Ravaillac. Le 12 septembre, le général de Gaulle fait une brève inspection à Damas où il passe en revue le groupe Alsace au complet, dont les effectifs vont se partager entre ceux qui rentrent en Angleterre et les volontaires pour l'URSS. Le 24 octobre, le GC3 est présenté au colonel Collignon-Molinier, commandant des FAFL au Moyen-Orient. Le commandant Pouliquen remet à chacun l'insigne du Normandie. Le groupe s'envole enfin le 1er novembre sur des C-47 américains pour un long périple de 3 semaines qui les conduit à Ivanovo, les 23 novembre et le 2 décembre 1942. Les soviétiques accueillent les Français à bras ouverts et leur laissent le choix du matériel. Tulan et son adjoint, le capitaine Litolf, essaient plusieurs appareils et choisissent finalement le Yak-1, choix qui va droit au cœur des Russes. Le Yak grimpait vite, était facile à piloter, il était très maniable et les pièces de rechange étaient disponibles. Ses qualités se révèlent prédominantes au combat aérien et l'entretien des appareils. Depuis l'arrivée en décembre 1942 des petits Franzouzi, l'accueil des Russes fut aussi chaleureux que l'hiver 1943 fut rude. Depuis, la vénération du peuple russe pour le Normandie-Niemen reste intacte. Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ри-о, ла-ла-ра, ла-ла-ри-о, ла-ла-ра. Ну а тем, кому выпало жить,
надо помнить о них и дружить. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома. Durant la campagne russe à Katianki, du 2 juin au 18 août 1943, les pilotes du Normandie-Niemen étaient logés à 4 km du terrain. Toutefois, les mécaniciens logeaient dans des abris demi-enterrés sur le terrain. C'est ce que choisit Jean Tulane pour être au plus près de son avion en cas d'alerte. Le 6 juin 1943 arrive un renfort de 8 pilotes avec le commandant Pouillade, l'ancien camarade de promotion de Jean Tulane. Le nombre est alors de 22 pilotes disponibles, permettant de créer une deuxième escadrille. Ils sont aussitôt lancés dans la bataille d'Orel, qui démarre le 10 juillet. Combat titanesque par l'importance des moyens déployés des deux côtés. En 4 jours, du 13 au 17 juillet, le Normandie effectue 112 sorties et abat 17 avions ennemis, mais perd 7 pilotes, dont le commandant Tulane. C'est Pierre Pouillade qui remplacera Jean Tulane au commandement de l'escadrille. Au cours de la campagne sur le front, le commandant Tulane avait effectué près de 90 heures de vol, dont 65 de guerre en 53 missions. Officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, croix de guerre 1939-1945 avec Palme, médaille coloniale FFL avec agrafe Phoebe, médaille du Levant, 7 citations, ordre de la guerre pour le salut de la patrie. Jean Tulane a reçu à titre posthume en 1948 la grande médaille d'or de l'Aéroclub de France. Une vingtaine d'années après la guerre, sur les indications d'une paysanne, on retrouve le corps d'un pilote français. Il fut inhumé au cimetière Veninskoï à Moscou sous la dalle du pilote français inconnu. Ce pilote inconnu, nous savons aujourd'hui qui il est. Il s'agit du commandant Jean Tulane. La famille de Jean Tulane a accepté qu'il demeure le pilote inconnu du Normandie-Niemen en terre russe. Le colonel Delin écrivait dans ses mémoires « Le 20 juin 1945, 38 avions de chasse de type Yak 3 se posent sur l'aérodrome du Bourget après avoir survolé la région parisienne et défilé en bon ordre au-dessus des Champs-Élysées. Ils rentrent du front de l'Est, c'est le régiment Normandie-Niemen. Le 15 mars 1946 fut ordonné leur déplacement à Toussus-le-Noble. Le régiment comportait des avions Yak, des Focke-Wulf 190, des Normil et des Stamp. Une zone de l'aéroport fut réservée au Normandie-Niemen. Les problèmes de garde et de sécurité des parkings et hangars sont rapidement réglés par le contrôle local de l'aérodrome. Un portail fut érigé à l'entrée de l'aéroport. Il porte le nom Quartier Jean Tulane, en l'honneur du premier commandant du Normandie-Niemen. Les pilotes et les officiers logèrent au château Landolph. Nous aimions bien le château et son parc de 7 hectares. Je dirais simplement que nous étions chez nous. Pour nous qui avions connu que des villages détruits par l'incendie, l'ensemble du château Landolph représentait un paradis bien sympathique. Le commandant Matras aimait le dimanche rassembler ses pilotes, jeunes et anciens, pour un déjeuner en plein air. La vodka était le seul apéritif que l'on pouvait distribuer avec générosité, mais sans abus. Le repas se déroulait dans une saine ambiance, pleine de sympathie, de confiance et d'amitié. Au printemps 1947, les disponibilités ne permettaient plus l'entraînement intensif nécessaire et indispensable. En Extrême-Orient, de lourds nuages s'accumulaient, l'aviation de métier se devait d'être opérationnelle. Le départ de Normandie-Niemen de Toussus, après une vie de château de 14 mois, était inéluctable.
C'est au cours d'un voyage d'inspection des bases de l'air de Tunisie et d'Algérie que j'appris que Normandie-Niemen avait une nouvelle base, Rabat Salé au Maroc.